Bienvenue à tous les curieux. L'équipage est maintenant dans la rampe d'accès et il se prépare à entrer dans le vaisseau spatial. Nous sommes à H-30 minutes, ici la salle de contrôle de Capricorne. Depuis quelques années, les théories du complot semblent se multiplier et réunir de plus en plus d'adeptes. Pourtant, ce n'est pas quelque chose de nouveau ou d'inédit en soi. Et de tout temps, les populations, ou du moins certaines franges d'entre elles, y compris les artistes, ont remis en doute les versions officielles d'événements plus ou moins graves et importants et avancèrent l'idée que les puissances gouvernantes leur cachaient la vérité. Dans les années 70, qui constituent la quintessence de la remise en cause des pouvoirs en place, notamment aux États-Unis, avec entre autres le scandale du Watergate et la démission du président Nixon, a émergé un film qui paraissait réunir et confirmer tout ce que les théoriciens du complot tenaient pour acquis, notamment le fait que les Américains n'avaient jamais marché sur la Lune. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'assurer les transmissions télévisées pendant le vol et l'atterrissage sur Mars, c'est tout. Et que les images des missions Apollo avaient été tournées en studio, peut-être même par Stanley Kubrick lui-même. Un film complotiste, c'est ce qu'on pourrait croire au premier abord si l'on se contente de rester à la surface sans l'analyser en profondeur. Alors qu'en fait, son vrai message et son vrai but est infiniment plus complexe et bien moins évident que ce qu'il n'y paraît. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Capricorn One. En 1978, Peter Iams n'est pas tout à fait un petit nouveau à Hollywood, puisqu'il a déjà à son actif les films Les Casseurs de Gang avec Elliot Gould, Hard Times et Piper avec Michael Caine et Natalie Wood. Le scénario de ce dernier est signé W.D. Richter, excellent scénariste et réalisateur à qui j'ai déjà consacré une vidéo. Mais ces trois films, aussi bons et prometteurs soient-ils, ne sont qu'un modeste prélude, car il va faire une entrée fracassante dans le milieu du cinéma avec ce film maîtrisé de bout en bout et très original, assurément un film culte, avant de poursuivre sa carrière en multipliant les excellentes surprises comme Guerre et Passion, une romance et un film d'action sur fond de guerre mondiale avec Harrison Ford. L'excellent Outland Loin de la Terre, remake thématique et spatial du Train sifflera 3 fois avec Sean Connery, le chef-d'œuvre absolu et méconnu La Nuit des Juges avec Michael Douglas, Ministère public contre Laurence Monk et Arthur Combs, affaire classée. Relax pur et simple des inculpés. Salopard, non! Un film à découvrir ou redécouvrir de toute urgence, un 2010, l'année du premier contact, suite au mythique 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, particulièrement inventif, rythmé et efficace, le polar Presidio, base militaire San Francisco, où il retrouve Sean Connery, mais il dirige également Meg Ryan et Mark Harmon, avant de former une paire gagnante avec JCVD pour Time Cop et Mort Subite, deux des films les plus aboutis et plaisants des muscles de Bruxelles, entre autres. Après cela, sa carrière déclinera avec des films nettement moins marquants, même s'ils restent plaisants, comme Relic avec Tom Sizemore et La fin des temps avec Schwarzenegger et Gabriel Byrne. La suite sera beaucoup moins intéressante avec D'Artagnan et Sound of Thunder, puis enfin Présumé coupable avec Michael Douglas et Enemies Closer, où il retrouve Van Damme pour la dernière fois et pour son dernier film en 2013. Il est également directeur de photographie sur la majorité de ses films, ce qui en fait le maître absolu de chaque image de toutes ses créations. Par ailleurs, c'est aussi un excellent scénariste qui a signé pour lui-même les scripts de Guerre et Passion, Outland, La Nuit des Juges, 2010 et Le Seul Témoin, entre autres. Mais aussi pour les autres, Un espion de trop avec Charles Bronson et Le Chasseur, dernier film avec Steve McQueen. Ainsi bien évidemment que le film qui nous intéresse aujourd'hui, Capricorn One. Une triple casquette qui ne trahit aucun doute sur le fait que ce film soit entièrement de lui et de personne d'autre. Comme de nombreux Américains, dont Chris Carter, futur créateur d'X-Files, qui était encore très jeune à l'époque, Peter Iams, qui fait ses débuts derrière la caméra cette année-là, est profondément marqué par la démission du président Richard Nixon en 1974 à la suite du scandale du Watergate. Pour la première fois, le peuple des États-Unis découvre par voie de presse que leur dirigeant s'est rendu coupable de nombreux méfaits, dont espionnage illégal d'un parti politique concurrent, financement irrégulier de campagne électorale, obstruction à la justice et même abus de pouvoir. Un camouflet total pour cet homme qui avait été le vice-président d'Eisenhower durant 2 mandats et avait été lui-même élu par le peuple américain à 2 reprises. Bref, à ce moment-là, il est clair pour les Américains que les personnes qui gravitent au plus haut sommet de l'État ne sont pas forcément là pour le bien commun de la nation, mais qu'ils occupent cette place principalement pour leurs intérêts personnels et sont prêts à tout pour conserver ce pouvoir, quitte à enfreindre la loi.
À cela s'ajoutent les conclusions pour le moins préoccupantes de la commission Church en 1975. C'est une commission sénatoriale mise en place à la suite du Watergate qui révèle de graves manquements à l'intégrité élémentaire due à leur statut de la part d'organismes d'enquête et de renseignement étatiques comme le FBI et la CIA, dès lors que cela implique une visée politique. Ils mettent aussi en lumière de nombreux assassinats politiques illégaux, comme ceux de Patrice Lumumba ou Ngozi Diem, de l'interception massive de courriers de vedettes et de figures politiques, un programme de discréditation publique envers Martin Luther King et remettent même en cause les conclusions du rapport Warren qui prétendait que Lee Harvey Oswald avait agi seul lors de l'assassinat du président John Kennedy. Un constat édifiant et terrifiant concernant des organes censés protéger la population qui pousse le jeune Peter Iams à se demander si ces toutes puissantes corporations ne se sont pas rendues coupables d'autres mensonges aussi énormes et avec des implications tout aussi monstrueuses. La course à l'espace engagée contre l'URSS communiste et spécifiquement la conquête de la Lune initiée par John Kennedy lui-même semble le sujet idéal du plus grand mensonge orchestré par les pouvoirs publics, car c'est l'événement mondial ayant le plus de retentissement et permettant aux États-Unis de définitivement asseoir sa supériorité tant scientifique et technique qu'idéologique sur le reste du monde et notamment le bloc soviétique. La réussite de ce projet était donc vitale au point qu'un échec était tout bonnement impossible car cela aurait signifié le plus grand des camouflets et la plus grande des hontes pour les Américains. C'est de ce constat ultra crédible à cette époque, compte tenu des révélations de la commission Church notamment, que Peter Iams est parti pour imaginer une histoire de mensonges et de propagande étatique. Et si les Américains n'avaient jamais marché sur la Lune? Et si la mission Apollo 11 n'avait été qu'une vaste supercherie? Et si Neil Armstrong et Buzz Aldrin n'étaient que des faux héros fabriqués de toutes pièces et pas plus héroïques qu'un coureur cycliste remportant le Tour de France en étant lourdement dopé? Et si toutes les images qui nous étaient parvenues de la Lune avaient en fait été tournées en studio dans une base secrète du gouvernement située dans le désert du Nevada ou du Nouveau-Mexique? À l'époque, cette théorie pour le moins séduisante avait le vent en poupe et les sceptiques étaient très nombreux, même si la fierté américaine d'avoir accompli cet exploit surhumain avant les soviétiques l'emportait dans l'opinion publique sur toute forme de remise en cause de leur supériorité. Peter Iams a donc pensé que ce postulat était une base très intéressante à un thriller d'action paranoïaque dans la plus pure veine hitchcockienne façon La mort aux trousses et L'homme qui en savait trop. Mais il ne pouvait pas parler du programme Apollo et de la conquête de la Lune de manière frontale et explicite dans un film qui remettait cet événement en cause, car cela voudrait dire qu'il le remet lui-même en question alors que ce n'est absolument pas le cas. Il se pose juste des questions, part d'une idée et extrapole pour en tirer une histoire. Pour ne pas prendre parti, il est donc obligé d'évoquer l'événement, mais de manière métaphorique, en envoyant 3 astronautes américains, non pas sur la Lune, mais sur Mars, et faisant de cet exploit hors du commun un simple mais très efficace outil de propagande. Le film est une pure métaphore, ainsi qu'un exemple particulièrement parlant des conséquences possibles d'une manipulation de cette ampleur enveloppée dans un film d'action où le cinéaste ne prend même pas la peine de nous projeter dans le futur pour évoquer la colonisation de Mars, mais conserve son époque alors qu'un tel exploit était physiquement impossible dans cette temporalité. Capricorn 1 est le nom de la première mission qui doit envoyer 3 astronautes américains sur Mars. Ces derniers, les commandants Charles Brubaker et John Walker, interprétés par James Brolin et O.J. Simpson, ainsi que le lieutenant-colonel Peter Willis, incarné par Sam Waterston, ont déjà embarqué dans le cockpit de leur fusée et sont prêts à décoller quand un homme les fait évacuer d'urgence, sans explication. Voulez-vous me suivre, vous et vos hommes? Secrètement, ils sont transférés en hélicoptère puis en avion vers un lieu mystérieux. Le docteur James Calloway, magnifiquement personnifié par Hal Holbrook, l'informateur gorge profonde dans Les Hommes du Président, les informe de la situation. Je dois commencer par vous dire que s'il y avait eu un autre moyen, je vous assure que j'aurais donné n'importe quoi pour ne pas être ici avec vous. Ils n'ont pas décollé avec la fusée car l'État a découvert, mais un peu tard, qu'un de leurs sous-traitants n'avait pas entièrement respecté le cahier des charges pour la fabrication de certaines pièces et que cela rendait le succès de la mission virtuellement impossible. Mais les sommes mises en jeu et le retentissement dans l'opinion publique sont si importants que l'État préfère maintenir la mission plutôt que l'annuler et simuler l'atterrissage sur la planète rouge sur un plateau de tournage avec un décor imitant à la perfection le paysage local. Il est alors demandé aux 3 astronautes de coopérer et de jouer le jeu pour le bien et la grandeur du pays. Dans un premier temps, les militaires refusent, mais leurs familles sont menacées. Alors ils acceptent bon gré mal gré de se prêter à cette mascarade. Lorsque leur module est en orbite autour de Mars et que ce dernier atterrit, ils font ce que la hiérarchie leur a demandé, mais sont de plus en plus amers, écœurés de cette situation emplie de malhonnêteté. Durant plusieurs mois, ils sont retenus captifs et simulent le voyage de retour, attendant que la mission se termine afin de pouvoir enfin retrouver leur famille. Aussi curieux que cela puisse paraître,
Personne ne soupçonne la supercherie à la NASA. Mais un technicien remarque une incongruité durant les communications. Le signal des astronautes arrive bien trop tôt jusqu'à Houston, comme s'il n'était pas aussi loin qu'il le devrait. Il en parle à un ami journaliste, Robert Caulfield, interprété par Elliot Gould, puis disparaît de manière soudaine et très suspecte. Mis à part cette bizarrerie sur laquelle le journaliste enquête, semble-t-il au péril de sa vie, la mission Capricorn 1 se déroule sans encombre jusqu'à la rentrée de la capsule dans l'atmosphère terrestre. Le voyant lumineux du bouclier antithermique sur le panneau général de la mission de contrôle est passé tout à coup rouge. En effet, cette dernière se désintègre sous les regards médusés de la NASA, de l'opinion publique et surtout de ceux des familles des 3 astronautes. Officiellement, ils sont donc morts tous les 3. Les militaires, qui ne sont absolument pas dupes, mes amis, nous sommes morts. Savent très bien que ceux qui les ont forcés à incarner cette supercherie ne les laisseront jamais en vie, car leur seule survie témoigne du gigantesque mensonge dont les plus hautes sphères de l'État se sont rendues coupables. Ils sont à présent des preuves irréfutables, tout autant que des témoins gênants de cette arnaque à grande échelle. Ils réussissent à s'enfuir à bord du Learjet qui les a amenés dans la base secrète, mais doivent se poser en catastrophe en plein désert, faute de carburant. Ils décident de se séparer et de partir dans 3 directions différentes, car la survie d'un seul des 3 suffit à révéler la supercherie au peuple américain. Mais l'armée n'entend pas les laisser réussir aussi facilement à dévoiler un tel secret et envoie 2 hélicoptères noirs surarmés pour les exécuter avant qu'il ne soit trop tard. Les astronautes devront alors survivre coûte que coûte à cette meute enragée lancée à leur trousse pour que la vérité triomphe. Une chose est sûre, le suspense est de haute volée et Hitchcock n'est vraiment pas loin dans plusieurs séquences qui s'enchaînent à un rythme effréné durant la dernière partie du film. Capricorn 1 est donc l'un des symboles du film paranoïaque des années 70 avec Clute, à cause d'un assassinat et Les Hommes du Président, trilogie paranoïaque signée Alan J. Pakula, réalisateur très important et très influent auquel je consacrerai prochainement 2 vidéos, Conversation secrète de Francis Ford Coppola avec Gene Hackman, Les 3 jours du Condor de Sidney Pollack et Complot à Dallas de David Miller, entre autres. Et nous ne sommes absolument pas en reste en France, avec notamment l'excellent I comme Icare d'Henri Verneuil, qui mêle adroitement assassinat du président Kennedy et expérience de Milgram comme influence, mais aussi Le Secret de Robert Enrico avec Jean-Louis Trintignant, Marlène Jobert et Philippe Noiret. Par ailleurs, cette mouvance connaîtra une résurgence 2 décennies plus tard, dès le début des années 90, avec le monumental JFK d'Oliver Stone, L'autorité de l'État sur son peuple réside dans sa puissance de guerre. Mais aussi Nixon du même réalisateur et Complot de Richard Donner, entre autres. Sans oublier les séries télé qui se sont inspirées grandement des films précités des 70s, mais aussi de JFK, qui demeure le maître étalon des films paranoïaques de la décennie précédant l'an 2000. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Et parmi ces dernières, comment ne pas citer X-Files, un monument du genre, Les autorités militaires ont soufflé sur les braises de ce qu'on a appelé les histoires de soucoupes volantes. qui par son retentissement saura accoucher de nombreux rejetons plus ou moins assumés, comme Millennium, Lone Gunman et Archwilm, tous les 3 de Chris Carter, créateur d'X-Files, mais aussi Dark Skies et Le Caméléon, entre autres. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'ennuie jamais devant un film ou une série dit paranoïaque. Les rebondissements sont nombreux, le rythme est haletant, et le scénario nous pousse à réfléchir sur notre propre condition. 3 douilles presque impeccablement alignées côte à côte. Dans un monde où des marionnettistes tapis dans l'ombre décident de ce qui est bien pour le peuple sans même le consulter. C'est exactement le cas du film que j'ai traité dans cette vidéo, et je vous conseille de le voir au revoir de toute urgence. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Capricorn 1. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous devez collaborer. Dites-vous que cette affaire me dépasse, les gars. Vous croyez que tout cela a été monté par quelques illuminés? Eh bien non, c'est plus grave. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.